en premier lieu, je suis donc Carole Meignier, la directrice et coordinatrice de l'association Festival Lyon Zéro Déchet, que j'appellerai FLOD en fait pour plus de simplicité lors de cette présentation parce que sinon c'est un nom à rallonge. Donc voilà. Alors l'association, elle a été créée après la tenue d'un premier événement qui s'est tenu donc en mai 2019, qui a été co-organisé avec 8 associations partenaires et dont 150 citoyens ont rejoint les rangs pour faire de cette journée un super événement. Et en fait, après cet événement, on a créé l'association pour continuer de faire des événements dans la métropole de Lyon et les multiplier. Donc l'objectif en tant qu'association, c'est d'organiser des événements pour sensibiliser et rendre accessible la pratique du zéro déchet pour tous les citoyens de la métropole de Lyon et d'y présenter les acteurs, les initiatives locales pour qu'on puisse construire en fait tous ensemble une métropole zéro déchet. Je vous mets à l'écran quelque chose qui va vous donner envie. C'est les images du FLOD de 2019. Il y avait donc sur ce week-end, ça s'est tenu en mai, il y avait des conférences, des ateliers, des tables rondes, d'un village de stands. C'était une époque où on pouvait circuler librement. Et bon, malheureusement, ce n'est plus possible. Donc en 2020, on avait prévu cet événement, mais malheureusement, il a dû être annulé à cause de la pandémie. Et on a décidé de faire donc des conférences en ligne en 2020 avec des balades urbaines l'été. Voilà. Et cette année, le programme, en fait, il est un petit peu entre les deux, avec des activités en ligne et des activités en présentiel. En ligne, on va avoir 4 visio-ateliers dans l'année, 4 visioconférences et des défis. Et au niveau du présentiel, ça va être des événements avec des jauges très réduites. Donc, on prévoit normalement des balades urbaines sur les beaux jours. Un mini-événement à Lyon qui est prévu normalement en avril, mais on sent que ça risque d'être repoussé quand même un petit peu. Donc, peut-être en mai. Et puis, en septembre, normalement, un petit événement dans les universités. Et en novembre, on espère vraiment que ça va pouvoir se faire, le FLOD itinérant de Craponne. Ça sera toute une journée de sensibilisation sur la ville de l'Ouest lyonnais qui s'appelle Craponne. Donc, toutes nos activités sont comment on dit, proposées à prix libre pour permettre à chacun, en fonction de ses moyens, d'accéder au contenu. Donc, je ne vous cache pas qu'on a été touché évidemment de plein fouet par la pandémie. Donc, voilà, l'idée, ça serait de jouer le jeu au maximum pour qu'on puisse continuer de notre côté à pouvoir présenter ce type d'activité au grand public. Bonjour, bonsoir à tous. Merci déjà au Festival Lyon Zéro Déchet qui m'a proposé cette intervention. Pour vous... je vais juste cliquer dessus. Pour vous remettre dans le contexte, un petit peu me présenter aussi. J'avais animé avant l'arrivée du Covid des ateliers sur le zéro déchet, le minimalisme et l'ikigai à l'épicerie. Et bon, maintenant ça va faire 1 an que j'ai pas eu cette occasion, donc ça me fait très plaisir de le faire. Tant pis si c'est en ligne, c'est toujours mieux que rien. Si vous connaissez peut-être déjà l'épicerie à la source, ça fait depuis 2017 qu'elle existe et j'en suis la fondatrice. Aujourd'hui, on est plusieurs à travailler dans le magasin. Je vais vous montrer un peu l'équipe de salariés qui font du zéro déchet au quotidien. Hop là. Qui du coup travaillent sur le zéro déchet en entreprise et aussi à titre personnel chez eux à la maison. Qui se spécialise dans certains domaines chez nous en particulier. Par exemple, Guillaume, il est plus sur le sport, Julie plus sur l'herboristerie. Et Alexa, elle a rejoint l'aventure récemment en tant que deuxième associée qui était fondatrice de La Main dans le sac. Donc la particularité de l'épicerie, c'est qu'en plus de proposer une activité de vente de produits alimentaires en vrac, en consigne et dans un concept zéro déchet, on propose également donc des ateliers et on anime des conférences à l'extérieur de l'entreprise également. Et j'avais le plaisir d'animer donc l'épicerie, des ateliers sur le zéro déchet que j'appelais module 1, module 2 ou module 3.
Et donc, en fait, je divisais ces paliers-là en fonction du degré déjà d'implication, de connaissance dans le domaine de chacun. Le module 1 étant pour les débutants, le module 2 étant pour les personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude du zéro déchet chez elles, un petit peu peut-être au travail qui testent quelques petites choses. Et le module 3 vraiment pour les personnes expertes. Donc aujourd'hui, le contenu de la conférence, il va surtout concerner les personnes qui sont sur l'équivalent du module 2 ou qui aimeraient aller dans le module 2. Donc en gros, vous avez les bases. Vous savez qu'est-ce que le zéro déchet. Vous faites peut-être quelques produits chez vous. Vous avez testé des produits naturels. Vous fréquentez des épiceries vrac ou zéro déchet. Peut-être que vous faites un peu du do it yourself, de la couture, du compostage. Donc, c'est des bons débuts, des premiers paliers à franchir pour aller après plus loin dans l'approfondissement du zéro déchet dont je veux parler dans cette conférence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure si vous en avez. Je les ferai, je vais les parcourir tout à la fin pour répondre de manière plus exhaustive et pas forcément coupée dans le flux de la conversation. Et puis aussi, si jamais vous avez des questions plus sur, je sais pas, le travail très spécifique au monde professionnel, n'hésitez pas aussi à les écrire au moment où je vais aborder ces questions-là. Donc, pour résumer un petit peu, qu'est-ce que le zéro déchet tel que nous, on le comprend, on le pratique? Nous, on s'est beaucoup inspiré du 5R qui a été lancé par l'ADEME, qui a été repris aussi par la famille Zéro Déchet en France et aussi par Bea Johnson qui vit aux États-Unis, une Française, pour ceux qui connaissent pas, et qui a sorti un livre sur le mode de vie zéro déchet, couplé aussi au mode de vie minimaliste. Donc, elle pratique beaucoup les deux. Et donc, nous, en fait, on s'est inspiré de cette méthodologie du 5R au travail pour faire du zéro déchet en entreprise notamment. On l'a testé donc depuis 2017. Enfin, au début, c'était prévu que ce soit un test. Et ensuite, on s'était dit, bah, finalement, ça marche bien. Donc, on va corser un peu le niveau et on s'est imposé le 3R. Donc, après, je vous en parlerai en deuxième partie. Qu'est-ce que le 3R chez nous? Donc, le 5R, pour y revenir, est une méthodologie qui est utilisée dans le cadre du mode de vie zéro déchet. Et le zéro déchet, nous, on le comprend aussi plus en tant qu'objectif. C'est-à-dire que le zéro déchet parfait, le zéro déchet absolu, bah, ça n'existe pas. On peut pas vraiment l'atteindre, on peut pas ne pas générer de déchets du tout, parce que même si on ne génère pas de déchets chez soi à la maison, qu'on n'a plus de poubelle, qu'on garde les quelques petits déchets absolus dans un bocal, et ben on en fera toujours ailleurs, chez le commerçant qui lui, ben, du coup, va générer des déchets qu'on ne voit pas, dans la ville pour pouvoir utiliser les transports en commun, pour pouvoir utiliser le trottoir. Enfin, les déchets du BTP, c'est la fameuse du coup face de l'iceberg non visible. De déchets qu'on ne peut pas maîtriser parce que tout simplement, ben, on utilise des infrastructures et des choses qui ont été mises en place par d'autres personnes. Donc en fait, le zéro déchet individuel, c'est un objectif ambitieux et louable. Et on va dire qu'on peut s'en rapprocher énormément, mais il n'est pas inatteignable dans l'absolu. Et le zéro déchet un peu partout ailleurs, et ben encore moins, même si ça reste un objectif qui est intéressant qu'on peut se donner. Je pense que la définition, après, selon les personnes, elle va graviter aussi autour de la consommation qui génère pas de déchets pour le consommateur. Notamment, on pense à tout ce qui est les choses à emporter, les choses emballées, dans des contenants jetables, recyclables, compostables, etc. Mais en fait, c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on va voir avec la méthodologie du 5R, qu'on peut très vite éliminer comme frein, comme problème dans notre pratique du zéro déchet.
et qui donc ne concerne qu'une toute petite partie de nos habitudes. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire quand on dépasse la partie consommation. Il y a beaucoup plus de choses aussi qu'on peut faire au travail, qu'on peut faire dans son entourage proche. Et du coup, tout au long de la conférence, je vous inviterai vraiment aussi à noter les questions qui pourraient concerner justement ces freins vers l'extérieur, parce que c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. Comment inspirer les personnes autour de nous, comment changer les choses autour de nous, parce que déjà on l'a fait chez nous, mais on n'y arrive pas avec les autres, on n'arrive pas dans notre travail, etc. Donc n'hésitez pas aussi à les noter. Alors du coup, je vais mettre hop, sur le 5R. Donc voilà comment se présente la méthodologie du 5R visuellement. C'est un outil en entonnoir, donc triangle inversé, où on voit que le premier palier, R refusé, prend plus de place que réduire, que réutiliser, que recycler ou rendre à la terre, donc composter. Donc le sens de la lecture se fait dans ce sens-là. Et l'objectif, c'est de vraiment passer étape, palier par palier. Ici, on pourrait retrouver finalement notre objectif. Je ne fais pas de déchets juste en bas. Et ici, du coup, tout ce qu'on met dans l'entonnoir serait toutes les potentielles sollicitations, je sais pas, la mode, nos habitudes, les influences des autres, qui pourraient potentiellement rentrer en fait dans ce filtre qu'on va déjà poser ici au-dessus du premier R, refusé. Donc, premier R refusé, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va refuser toutes les choses qui nous généreront à terme des déchets. Donc, l'idéal, comme on disait ici, ça va être tout ce qui est jetable, tout ce qui a usage unique, tous les petits goodies qu'on va recevoir à droite à gauche, des choses dont on n'a vraiment pas besoin, qu'on a en double, qu'on a en triple, qu'on utilisera peut-être au cas où un jour, mais au cas où on ne sait pas. Ça va être aussi peut-être des activités, c'est pas forcément que physique, c'est pas quelque chose qui va forcément, comment dire, laisser un objet, un déchet visible, mais qui peut provoquer beaucoup de déchets dans une activité, par exemple, qu'on peut faire à l'extérieur de chez soi. Ça va être peut-être tout ce qui ne se recharge pas, tout ce qui peut pas être réparé. Donc, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut refuser ici. Et en fait, c'est un petit peu à vous aussi de vraiment définir quel est en fait les choses que vous pouvez refuser sans que ça vous crée trop de frustration. Je prends un exemple, je vais essayer d'en prendre au fur et à mesure de la conférence. On pourrait dire, bon, est-ce que je veux refuser la pâte à tartiner? Bon, ça, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup d'accros à la pâte à tartiner. Parce que déjà, c'est pas forcément toujours éthique, parce que c'est emballé dans un bocal, donc potentiellement, je vais le jeter, recycler, hein, ici, qui est ici. Parce que ça vient de loin, parce que c'est industriel, parce que, enfin, plein de raisons après qui peuvent être connexes à la démarche du zéro déchet. On va dire du consommer mieux, plus responsable, éthique, etc. Mais au final, je me dis, peut-être non, j'ai pas envie de refuser la pâte à tartiner. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie de ces choses que je veux garder. Je peux pas aujourd'hui me passer de ça. Ou à l'inverse, on pourrait prendre un autre exemple. Est-ce que je peux refuser, qu'est-ce que ça peut être, un flyers par exemple, ou une carte de visite. Bon, prenons l'exemple de la carte de visite. Est-ce que je vais la jeter? Est-ce que je vais réellement la garder? Est-ce que ça me sert réellement? Est-ce que je vais recontacter cette personne? Est-ce que c'est juste une sorte d'équivalent de post-it que je vais agrafer, scotcher ou coller quelque part, regarder précieusement? Ou est-ce que c'est juste machinal, automatique? La personne me donne son flyer et sa carte de visite parce que ça se fait pas de refuser quand la personne nous tend. Donc, c'est des questions à se poser. Quelle est l'utilité en fait de cet objet-là? À quel besoin il répond? S'il répond à un besoin dont on peut se passer ou qui du coup relèverait plus d'une envie,
ou d'une habitude vraiment automatique où on ne réfléchit pas forcément, et bah du coup, ça pourra passer justement ce filtre du refuser ici. Donc en fait, on voit que finalement, il y a énormément de choses qu'on arrivera à refuser. Et c'est une question qu'on va se poser vraiment très, très, très souvent, en fait, quasi tous les jours au début, parce que c'est pas encore automatique. Donc, on risque quelque part de se solliciter soi-même avec cette question, est-ce que je prends pas, est-ce que j'achète pas? Donc, c'est un peu oui, non, oui, non. Ensuite, une fois qu'on a passé ce filtre-là, si on reste sur l'exemple de la carte de visite ou la pâte à tartiner, je me dis, bon, j'arrive pas à refuser, donc je vais la garder, cette pâte à tartiner, cette carte de visite. Est-ce que je peux en réduire la quantité? Comme ça, je ferai moins de déchets. Quitte à acheter de la pâte à tartiner, je vais pas en acheter, je sais pas moi, 5 kilos par an en équivalent, mais je vais peut-être en acheter 500 grammes. Donc, je vais le savourer mon pot. Ou la carte de visite, bah, je vais pas refuser celle-là, mais je vais refuser une autre. Donc, je vais réduire la quantité de carte de visite. Je vais me poser la question finalement de, bon, ok, si j'en prends vraiment, c'est parce que j'ai juste rien pour noter là. Maintenant, mon téléphone, il a plus de batterie pour noter le numéro de téléphone. Donc, ok, bon, je la prends. Ça me rend bien service. Mais du coup, on voit bien que cette surface, le réduire, donc occupe beaucoup moins de place. Euh, et du coup, on devrait se poser un petit peu moins la question du réduire parce qu'on a déjà beaucoup refusé. Donc en fait, ça concerne vraiment toutes les choses qu'on n'a pas réussi à refuser. Donc le challenge, le défi quotidien de réduire les choses ou les réponses positives à certaines sollicitations aussi, à des activités ou un travail, etc. Et ben en fait, devrait occuper moins de place au quotidien. Donc ensuite, pour passer au troisième R, réutiliser, on va se poser la question, est-ce que finalement, ce que j'ai pas pu refuser, est-ce que je n'ai pas pu réduire, donc ou que j'ai réduit mais qui reste encore là, est-ce que je pourrais le réutiliser? Donc sur l'exemple de la pâte à tartiner, bon la pâte à tartiner, on peut pas la réutiliser une fois mangée, le pot est vide, mais ce qui concerne la question, c'est surtout le pot, le bocal en fait en verre. Donc là, on va se poser la question du contenant, la chose qui reste après la consommation. Est-ce que je vais réutiliser mon pot? Donc, pourquoi pas? On peut le réutiliser pour remettre de la pâte à tartiner en vrac dedans. On pourrait le réutiliser autrement, upcyclant le bocal, en le remettant en circuit, en le partageant dans une épicerie, par exemple, ou auprès de personnes qui récupèrent. Donc une épicerie qui va les mettre à disposition des consommateurs ou les donner à son entourage qui fait par exemple des sauces tomates. Donc pourquoi pas. Et la carte de visite, eh ben, est-ce que je vais la réutiliser? Pourquoi pas si c'est vraiment une personne importante dont j'ai envie de garder le contact. Moi, par exemple, ça va être ma conseillère bancaire. Et ben, sa carte de visite, je l'ai dans mon agenda qui est agrafée et elle bouge pas. Et parce que à chaque fois, je vais reprendre son mail ou son numéro de téléphone pour la rappeler, pour éviter de rechercher sur Internet à nouveau à chaque fois dans le mail ou sur le site de Google pour le numéro de téléphone. Donc, pourquoi pas? Donc, la réutilisation, en fait, elle occupe une place assez importante. Certes, elle est au milieu du 5R, mais on voit bien que elle occupe une place en surface assez importante. Donc en fait, ça nous invite vraiment à pas céder à cette facilité de l'étape d'après, du recyclage, et en fait de réutiliser au maximum tant qu'on peut, tant que la chose elle est en bon état. Sur l'exemple du bocal, bah, s'il casse, bah, je le mettrai au recyclage. Si ma carte de visite elle est complètement illisible, elle est tachée, mouillée, etc., bah, une fois séchée, hop, je la mets au recyclage. Donc en fait, on comprend vraiment dans ce sens-là, c'est pas des objets en bon état qu'on va mettre au recyclage, mais vraiment en fin de vie. Donc j'achète des choses emballées par exemple dans du carton, un colis, un sachet Kraft, et ben je vais le réutiliser tant que je peux. Donc ici, je vais le redonner, je vais refaire des colis avec, je vais l'utiliser pour un déménagement. Et après, je mets au recyclage vraiment parce qu'il est abîmé, je peux rien en faire. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là et pas j'ai consommé mon produit, hop, je mets au recyclage mon emballage. Parce que du coup, ça veut dire qu'on squeeze la troisième étape, qui est super importante. On le verra après dans le 3R. Et donc,
on arrive à ce fameux recyclage qui est pas la solution miracle, puisque en mettant, il y a plusieurs raisons en fait. Très clairement, nous à l'épicerie, on a plus même un positionnement politique sur le fait de ne pas vouloir contribuer au recyclage et aussi un engagement économique. C'est-à-dire que le recyclage, il va solliciter énormément de ressources nouvelles, que ce soit le pétrole pour le transport, le nucléaire pour l'électricité, en tout cas en France, pour pouvoir recycler des choses, l'usure de toutes les machines, camions, etc., qui transportent tout ça jusqu'aux usines de recyclage. Le temps humain aussi, qui est moindre, puisque pour recycler, il y a beaucoup moins d'emplois qui sont créés ici que dans la réutilisation, la réparation. Ça va solliciter aussi des nouvelles matières. Aujourd'hui, recycler des choses à 100% sans ajout de nouvelles matières, c'est possible dans l'absolu, chimiquement, physiquement, les formules, ça marche bien, mais c'est rarement réalisé parce que c'est coûteux et parce que c'est pas de la qualité tip top ou qui correspond à ce qui est attendu sur le marché. Parce que ça va contribuer aussi, alors justement on va dire le côté économique ou le côté politique, ça va solliciter énormément les ressources de notre ville, de notre village, éventuellement. Chez nous à Lyon, ça va être la métropole, pour donc nos taxes, nos impôts qui vont servir aussi à enlever tous les déchets qu'on génère. Ça va contribuer aussi à la pollution avec de l'énergie, réchauffement, le CO2, des choses comme ça. Ça va aussi donner beaucoup d'argent à des grands groupes industriels parce que c'est pas les petites entreprises locales, artisanales qui réussissent à vivre du recyclage, en tout cas à grande échelle. Donc, il y a énormément de raisons pour lesquelles nous, par exemple, on refuse de recycler au magasin. Donc, on a banni toute poubelle de recyclage. Ça, je vous en parlerai dans le troisième R. Et donc, c'est une étape qui, dans le cadre du cinquième R, sert vraiment, comme je disais, en fait, à recycler les choses en fin de vie. Ce que j'ai pas refusé, ce que j'ai pas voulu réduire, ce que j'ai pas voulu réutiliser, ok, je vais le recycler. Donc en fait, dans l'absolu, on voit bien que ça prend très peu de place dans tout l'entonnoir. Donc c'est quelque part un joker, moi je rappellerais ça plutôt. Voilà, c'est peut-être pas une porte ou une fenêtre, mais un joker. Dire ok, bon cette fois-ci j'ai pas réussi ou je n'ai pas pris soin, je l'ai cassé, donc je le mets au recyclage. Mais c'est pas forcément l'objectif à viser, puisque l'objectif il est ici. Donc après, le rendre à la terre, le compostage, donc en fait, ça va concerner tout ce qu'on peut pas refuser, réduire, réutiliser, recycler. Et je pense notamment aux déchets verts, puisque aujourd'hui, on peut pas refuser, on est obligé de manger. On peut pas réduire parce qu'il faut bien une certaine quantité de calories dans la journée. On peut pas les réutiliser autrement. Moi, je fais pas sécher mes pots de courgettes ou de patates à l'air pour en faire je sais pas quoi, du cuir par exemple. Et je vais pas les recycler. Aujourd'hui, on n'a pas de système en tout cas qui fonctionne autour du recyclage des déchets verts. Donc, effectivement, on n'a pas d'autre solution que de les rendre à la terre. Donc, en fait, effectivement, c'est un peu la seule pour ce type de produit. Éventuellement, rendre à la terre, ça va être aussi tous les petits emballages qui servent de matière sèche pour le compostage, mais qui sont aussi une exception parce que c'est un petit peu ce qu'on a besoin d'ajouter pour pouvoir faire du compost correctement. Et donc après, ici, une fois qu'on a fini cette étape-là, du coup, on voit bien qu'on vise le zéro. Enfin, normalement, on voit bien qu'il n'y a rien. Mais comme je disais, c'est quasi impossible d'y arriver. Donc, ce qu'on préconise quand on fait le module 1 et quand on incite les personnes après à passer en module 2 pour faire le 3R, c'est de viser une réduction au tout début quand on démarre de 50%. Déjà, réduire ses déchets, réduire la part de recyclage, augmenter sa part de réparation, de réutilisation de 50%, c'est déjà énorme. Donc, si vous y arrivez, vous pouvez vous en féliciter.
C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Parfois, c'est aussi lié au fait qu'on n'est pas au bon endroit. Ça peut être à la campagne, on n'est peut-être pas bien desservi en termes de structure. Comme à Lyon, ça peut être Zéro Déchet Lyon. Des groupes Facebook de partage aussi d'astuces ou de lieux où on peut faire circuler les objets ou faire réparer ou tout simplement même le temps ou l'envie de pouvoir le faire. Moi, par exemple, j'ai pas toujours le temps et l'envie de réparer les choses. Donc souvent, en fait, soit je mets une annonce sur Internet en disant, voilà, je donne à réparer ou je dépose dans des structures qui réparent et qui les revendent après pour en faire une marge. Donc, c'est à vous de voir, en fait, ce que vous mettez dans chaque étape du 5R. Et je vous incite vraiment à pas l'utiliser comme quelque chose de comment dire, comme la vérité, il n'y a que cette méthodologie-là qui permettra et de manière générale, oui, il faut y aller dans ce sens-là, de manière très, comment dire, rigide. Je dirais pas radicale parce que nous on est assez radical à l'épicerie, mais de manière trop rigide et de justement le réinventer avec votre vie, votre quotidien, vos contraintes à vous, votre contexte, parce que c'est pas pareil de réduire les déchets quand on est célibataire en ville ou quand on est famille nombreuse à la campagne. C'est pas pareil quand, par exemple, on a peut-être une maladie et qu'on est dépendant de médicaments et donc on a forcément régulièrement des boîtes qu'on doit jeter. Alors bon, la boîte carton, on peut la recycler, mais le reste, faut le jeter. Donc en fait, selon le contexte, et bah, forcément, on va pas y arriver. Mais si déjà vous réduisez de 50%, que vous démarrez et que vous utilisez la méthode 5R, bah déjà, c'est énorme. Donc après, réduire, par exemple, il y a certaines personnes qui disent, ouais, si je fais déjà ma petite part de colibri, si je réduis de 5%, bah, c'est un bon début aussi, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on va réduire, mais on va recréer des déchets ailleurs pour quelqu'un d'autre. Parce que nous, on le voit par exemple au magasin, des personnes qui usent et abusent de sachets craft, qui les réutilisent jamais, qui reviennent toujours avec les mains vides, font pas l'effort de venir avec des contenants, et du coup, ils génèrent énormément d'emballage, de déchets, etc. Alors ils sont contents parce qu'ils n'ont pas jeté de plastique, mais voilà, ça n'a pas fait avancer le schmilblick. Donc du coup, c'est un petit détail, c'est un petit pas pour un démarrage, mais quelque part, c'est un peu comme une introduction dans un bouquin. Au bout d'un moment, il faut passer au chapitre 1. Donc du coup, commencer par le refuser. C'est vraiment la plus grosse étape. Bah, des fois aussi, le refuser, ça peut passer par une remise en question du travail. Est-ce que là où je travaille, j'ai envie de continuer à produire, par exemple, autant de déchets? Est-ce que je peux mettre en place quelque chose en interne de mon entreprise en tant que salarié ou manager ou responsable fondateur pour que mon entreprise réduise les déchets et régulièrement refuser certains produits, comme je disais, ou activités. Donc après, comme je vous ai promis, on va passer aux 3 R, juste pour vous illustrer. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Juste pour vous illustrer ce que je voulais dire par là. Hop. Donc, les 3 R, bah, en fait, c'est juste le condensé plus radical du 5R. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet de réduire vos déchets à moins de 5%. Alors, à l'épicerie, on a réussi à réduire à 1%, voire moins que 1% de déchets. Et en fait, vous retrouvez le refuser et le réduire à nouveau. Donc, on prend énormément de place. On réduit nos déchets comme dans la méthodologie du 5R. Et ce qui change, c'est ici. Donc, vous voyez bien, on a supprimé le côté recyclage. On a bien le rendre à la terre et c'est le réutiliser upcycler. En fait, ici, on a mis quelque part le condensé de ce que j'appellerais de l'économie circulaire. C'est-à-dire que le rendre à la terre, on pourrait aussi le voir comme je rends les ressources pour créer quelque chose qui a de la valeur. Puisqu'aujourd'hui, créer du compost, par exemple, dans son jardin ou en ville ou dans son appartement, et ben normalement, bah, vous transformez quelque chose qui a plus de valeur. Les épluchures telles quelles, ben, à part quelqu'un qui a des poules et qui fait des œufs,
ça intéressera personne. Vous pouvez essayer de crier dans la rue, je pense que personne ne va jeter sur vos épluchures. Mais par contre, le fait de les transformer en quelque chose qui a plus de valeur à la sortie, comme ici, le compost, vous pourrez le réutiliser dans vos plantes et vos légumes par la suite. C'est pour ça qu'on l'a réintégré en fait dans le troisième R. Upcycler, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas familiers du terme? C'est le contraire du recyclage. Recycler, c'est remettre dans la boucle de je détruis pour en faire une matière brute qui, elle, va être récupérée avec toujours la force mécanique ou avec de l'énergie pour faire quelque chose qui normalement a moins de valeur. Donc on disait tout à l'heure, souvent pour recycler, il faut réinjecter de la nouvelle matière. Et du recyclage pur, eh ben, ça va créer quelque chose qui a moins de valeur. Par exemple, recycler les cartons. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler les cartons à l'infini. Normalement, ça devient de la pâte à papier de très basse qualité et donc il faut refaire des nouveaux cartons à chaque fois avec de la pâte à papier déjà de toute manière issue du recyclage de papier. Et le réutiliser, non pardon, upcycler, j'ai pas fini. Upcycler, donc c'est le contraire du recyclage et c'est-à-dire le surcyclage. Donc en fait, on va lui donner de la valeur supérieure au recyclage. Je prends l'exemple des tickets de caisse que on a fait la vidéo parce qu'on nous a beaucoup demandé comment on fait nos ventes de déco avec les tickets de caisse. En soi, ça n'a pas de valeur, un ticket de caisse. C'est comme les épluchures, pareil, vous pouvez demander autour de vous, personne n'en voudra. Ça se revend pas. Il n'y a pas de marché pour ça. Et par contre, vous pouvez les garder pour faire quelque chose. C'est un peu comme les chutes de petits cartons colorés, les petits bocaux que vous allez décorer pour faire de la déco ou donner à quelqu'un en cadeau comme emballage. Dedans, vous mettez des bonbons ou du thé ou j'en sais rien. Et donc, en fait, vous allez donner de la valeur ajoutée parce que vous allez le tuner un peu, si on peut appeler ça comme ça, avec des ajouts, mais sans trop de transformation mécanique et avec de l'énergie. Donc, en fait, c'est préserver un objet au maximum sans le détruire et pouvoir lui donner de la valeur ajoutée comme nos tickets de caisse dans la fameuse vidéo où on en fait des boules de déco. Donc, on en a des centaines dans une boule. On récupère une ficelle que nous, on retrouve sur nos sacs de farine Kraft qu'on reçoit en 25 kilos. Et donc, au lieu de les jeter eux aussi, on les utilise aussi dans le upcycling. Donc, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de scotch. C'est un exemple. Après, vous pouvez faire beaucoup de choses avec beaucoup d'autres objets qui n'ont pas de valeur. Et la réutilisation et la réparation, en fait. Là, c'est pas marqué, mais en tout cas, réutiliser ou réparer parce que ça veut dire qu'on va ajouter, remplacer une petite partie qui est abîmée en préservant peut-être 98% ou 100, enfin, on va dire 99% de l'objet. Par exemple, ma machine à café, et j'ai peut-être juste le circuit électronique qui s'est cramé ou la résistance qui n'est plus bien soudée ou je sais pas, quelque chose qui peut être réparé. Et donc, plutôt que tout mettre, tout baigner à la poubelle, je vais remplacer juste la partie qui va demander un faible pourcentage de nouvelles matières donc à réinjecter et réutiliser, comme on le disait tout à l'heure, exactement la même chose dans le 5R, c'est-à-dire je remets en circulation l'objet tel quel, donc sans transformation, sans ajout. Typiquement, le carton, par exemple, dans le déménagement, ça peut être une idée. Donc, en fait, ici, vous voyez que le triangle, il est un petit peu déséquilibré puisqu'on va beaucoup utiliser ce troisième R. Du coup, de redonner, remettre en circulation comme dans l'économie circulaire. Et donc, j'avais préparé aussi donc sur l'exemple de bien s'ouvrir. Donc l'économie linéaire du tout jetable, que jeter ou recycler, c'est pareil, vous jetez dans une poubelle. Et du coup, on extrait des matières premières, on fabrique, on utilise beaucoup d'énergie, on transporte aussi, et puis on consomme, et hop, on jette. Et du coup, après, on est obligé de repasser par le même schéma
à chaque fois que je reprends une bouteille jetable dans un magasin, à chaque fois que je sais pas, je prends mon café à emporter dans un mug jetable, à chaque fois que je jette mon bic en plastique à la maison ou au bureau, à chaque fois que je sais pas, je jette un emballage de quelque chose que j'ai commandé sur Internet, etc., etc. Et après, du coup, sur l'exemple de ce que c'est après, du circulaire. Donc ça, c'est très résumé, hein, bien sûr. C'est pour illustrer les propos de l'économie donc circulaire. L'objectif, c'est de concevoir déjà un produit ou un service, ça peut être également aussi le cas, plus durable avec des matériaux recyclés ou pas, ou tout simplement compostables en fin de vie, par exemple, ou réparables, etc., etc. Donc, on voit bien, il y a 3 petits points qui nous poussent donc plus à la consommation plus responsable, parce que de toute manière, on ne peut pas s'arrêter de consommer, c'est impossible. Il y a des personnes, bon, après, qui essayent de tester ce mode de vie-là, qui sont à l'extrême minimaliste, mais bon, on est de toute manière obligé de soit se déplacer, soit de consommer des produits pour manger, pour boire, s'habiller, etc. Donc, de toute manière, ça, on peut pas y déroger. Attendez, je vais faire un petit zoom. Mais dans tous les cas, on peut choisir, en tout cas, de consommer de manière plus responsable et aussi plus durable. Donc, allonger la durée de vie des produits, réparer, réutiliser, réemployer, redonner, toujours faire vivre ces objets-là plutôt que, par exemple, aussi qu'ils restent chez vous à prendre la poussière ou à attendre qu'ils soient réparés. Et donc, vraiment, après, choisir la bonne filière de tri ou de recyclage ou de upcycling. Donc, en fait, selon le type de recyclage, bien sûr, parce qu'on ne parlait pas du recyclage à faible valeur ajoutée. Et donc, mieux trier pour mieux valoriser. Donc, remettre dans le circuit plutôt aussi circulaire et idéalement local, c'est-à-dire se rapprocher le plus proche d'une structure autour de vous, dans le département, dans la ville, qui peut récupérer les choses pour les transformer ou les upcycler, les réparer localement. Ça, c'est l'idéal. Comme ça évite de voyager aussi très loin. Donc ça, c'était pour illustrer ça. Est-ce que j'avais ça? Donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, si je veux bien. Donc, on parlait des objectifs. Nous, par exemple, on n'avait pas d'objectif quand on avait commencé avec le 5R. On s'était pas dit, tiens, on va faire 2 kilos de déchets en 2 ans. On ne savait pas, en fait. C'est-à-dire, comme je disais au début, on faisait un test. On essayait déjà de mettre en place, je sais pas moi, des centaines de petites astuces. Aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir une quarantaine de bacs de tri en interne. Quand je dis tri, c'est vraiment pour séparer, identifier mieux les sources de déchets possibles et pouvoir améliorer en fait justement cette étape de refuser et réduire. Par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'il y a pas dans ce truc-là, parce qu'après je vais vous montrer la photo suivante, on a quelques détails. Là, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas réduire. Là, par exemple, ça fait partie des enveloppes bancaires qu'on met à la banque avec les billets. Donc, à part refuser la possibilité aux clients d'accepter les espèces, ce serait un peu risqué, un peu osé. Et ben, du coup, on est obligé de temps en temps d'aller déposer une enveloppe à la banque et on ne peut pas faire autrement. Donc, en fait, c'est une procédure qu'on est obligé de respecter de la banque. On ne peut pas leur donner de l'argent directement comme ça, sans rien autour. On est obligé, par exemple, là, on voit bien, c'est des petits restes de boîtes de Doliprane. Des étiquettes cassées ou collées sur elles-mêmes. Donc là, pareil, on ne peut pas vraiment faire grand-chose aujourd'hui avec ça, sauf si on récupère ça, on fait des confettis. Après, il ne faudra pas les jeter dans la nature. Le polystyrène, après, rarement. Donc là, ça, c'est quelque chose que on pourra trouver une solution pour ça, mais il faut qu'on se rapproche de Envie Rhône, parce qu'ils ont une filière qui récupère les polystyrènes, mais à très grande échelle. Il faudrait qu'on ait 20 mètres cubes, je crois, au moins.
pour pouvoir les recycler localement. Donc là, pour le coup, c'est recyclé à mi-chemin avec le upcycling presque, parce que c'est transformé localement, directement sans ajout de matière, tel quel, pour de l'isolant, qui est revendu en tant qu'isolant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, je savais pas, on a appris ça récemment. Les enveloppes molletonnées plastiques, il y a quelqu'un qui nous a dit, vous pouvez en fait les réutiliser. Bon, après, nous, on n'en voit rien, mais on pourra peut-être les mettre à disposition des personnes qui sont en recherche d'enveloppes de ce type-là. Ruban adhésif usé. Donc là, c'est un exemple qui est super parce qu'on a décidé d'arrêter d'acheter du scotch plastifié. Donc là, typiquement, on voit bien, on peut vraiment isoler le déchet, la nature du déchet. Et du coup, on s'est équipé dans des scotch, comment on appelle ça, en papier, ceux qui se déchirent plus facilement, quoi. Donc c'est sûr que c'est moins résistant, mais en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de plus résistant que ça. Donc ça tombait bien. Donc, il reste sur les cartons que si un jour, la personne qui va récupérer les cartons qui viennent de chez nous, elle décide de le mettre au recyclage, et ben, ça posera moins de problèmes que ces rubans adhésifs là. Ça fait partie des sacs craft de produits alimentaires qu'on vend au magasin. Donc, pareil, on peut pas refuser, on peut pas réduire, on peut pas réutiliser, on peut pas recycler, on peut pas le vendre à la terre. Et donc, forcément, ça atterrit dans le carton des 2 ans de déchets qu'on ne jette pas. Donc, le carton que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent du bocal de la famille Zéro Déchet ou la famille de Bea Johnson, celui-ci. Donc 2 kilos pour une épicerie de notre taille en 2 ans, c'est rien du tout. Donc en fait, tout le reste qu'on ne voit pas ici, ça veut dire que ça a été déjà refusé en amont. Donc en fait, nous, on s'était fixé comme objectif pour refaire à nouveau le 5R une dernière fois, de ne pas accepter des choses qui génèrent des déchets pour les clients et pour nous. Donc en gros, très bien, on refuse énormément de choses en fait. C'est assez parlant, toujours à nouveau quand on est sur le 5R en termes de surface. Il y a énormément de choses qu'on ne trouvera jamais à l'épicerie, que ce soit en interne ou côté client, parce qu'on sait que à la fin, ça va nous générer du déchet et qu'on sait que ça passera pas positivement ces étapes-là. Donc deuxièmement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut réduire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut s'arrêter de consommer à certaines périodes, ou est-ce qu'on peut réduire, je sais pas, potentiellement les déchets ménagers par exemple? En fait, on achète les produits ménagers qu'on vend à nos clients dans des contenants réutilisables. Donc aujourd'hui, par exemple, tout ce qui touche à l'hygiène, à la propreté ne génère aucun déchet. Réutiliser, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser, qu'on peut upcycler, on avait dit tout à l'heure dans le 3e R, redonner, réparer, etc. Il y en a énormément, effectivement aussi. Par exemple, en informatique, on va aussi s'orienter vers des outils comme des PC, des écrans qui ont été reconditionnés. Donc, on va essayer d'acheter plutôt dans un circuit, pas du neuf, mais de l'usager réparé. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Recycler, là, nous, on a boycotté le recyclage parce que pour nous, c'était trop simple. Hop, je reçois, je sais pas moi, 50 produits sur une palette, je mets tout au recyclage. Et en fait, on voulait pas faire ça. Et puis, rendre à la terre, on a aujourd'hui des bacs de lombricompostage derrière la caisse. On a aussi des bacs de compostage pour le surplus parce que des fois, selon les périodes, on en a trop. Sinon, les petits vers, ils vont mourir. Et du coup, on les met au composteur de notre agriculteur qui est à 20 km de Lyon et qui nous livre en légumes une fois par semaine. Donc, il récupère les seaux et en fait, il nous les rend propres et vides la fois d'après, etc., etc. Ça tourne bien. Donc ça, c'était pour nos exemples à nous. Après, je parlais des différents freins qu'il peut y avoir pour passer en mode zéro déchet plus approfondi chez soi ou avec les autres. Avant de voir la différence entre les deux, pour moi, il y a un point commun avec ces deux univers-là, l'individuel ou le collectif. Ça va être l'assertivité. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le principe de l'assertivité, c'est-à-dire savoir dire non sans blesser l'autre. Donc en gros, vous avez décidé, un peu comme quelqu'un qui va dire je ne vais pas consommer de viande, je deviens végane, je sais pas, je digère pas le gluten, donc informer l'entourage de sa démarche, ou j'ai décidé d'être minimaliste, j'ai décidé d'être zéro déchet, etc., etc.
Et donc, en fait, des fois, ça suffit pas. Des fois, à soi-même, cette décision ou par rapport aux autres, cette affirmation ne suffit pas. Donc l'assertivité consiste à dire non, donc refuser. On voit bien que on retrouve cette problématique. Donc en fait, apprendre à refuser, apprendre à dire non de manière non violente. Donc soit on peut apprendre, si ça intéresse des personnes, à apprendre la communication non violente, à travailler son assertivité et en fait à formuler différemment ses besoins, à formuler aussi les limites quelque part de ce qu'on ne veut pas que les autres ou que soi-même on veut pas transgresser. C'est un peu aussi négocier des fois en disant ok, mais ben en contrepartie, voilà, je vais accepter ça, mais je vais pas franchir telle limite et en contrepartie, j'attends ça. Donc, c'est quelque part aussi faire un effort en espérant qu'il y aura un retour. Donc, il n'y aura pas forcément toujours un retour, surtout par rapport aux autres. Mais en tout cas, avoir cet espoir de continuer à faire des efforts à, à faire un petit pas aussi après un autre. Donc ça, c'est deuxième étape au-delà de l'assertivité. Ça va être le Kaizen. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est une manière de voir les choses, une sorte de philosophie de vie qui dit je ne pourrai pas tout résoudre à la fois. Ça sert à rien de prendre tous les problèmes par tous les bouts. Je pourrais pas tout changer parce qu'en vrai, on n'a pas tous ce pouvoir de pouvoir se changer 100% soi-même, les autres et puis le monde entier. Et ben, en fait, je décide, je choisis, parce que j'ai ce pouvoir-là en tout cas, de pouvoir choisir les problématiques, les sujets, justement les petits bouts que j'ai envie de prendre à cœur ou d'essayer d'influencer ou inspirer les autres. Donc en fait, déjà accepter, c'est quelque part peut-être faire le deuil, je sais pas, ça peut faire partie d'une étape aussi, de sa vie d'avant. Et aussi de comment vivent les autres. Parce que nous, par exemple, au quotidien, des fois, les jours où ça va pas, moi personnellement, je ressens ça aussi, que ce soit sur plus les clients ou certains fournisseurs qui font pas d'efforts. Et je pourrais avoir tendance à le prendre personnellement. Je pourrais avoir tendance à baisser les bras et me dire de toute manière, ça sert à quoi tout ça? Personne ne fait comme il faut, personne ne fait des efforts, c'est fatigant, j'y arriverai jamais, etc. Et pour le coup, ben, si on arrive à avoir ce deuil-là de je n'arriverai pas à changer tout le monde, mon entourage, mais je peux décider de changer ce que je peux à mon échelle avec mes capacités, ce que aussi, enfin mes limites, ce que je sais de ma personne, jusqu'où je peux aller. Bah déjà c'est un premier pas et quelque part aussi une ligne de conduite tout le long. C'est-à-dire que on va pas s'emballer pour après, quelques semaines après ou quelques mois plus tard, baisser les efforts ou se dire ah c'est bon, maintenant j'ai fait tout ça, combien je fais crap, c'est bon quoi. Non, en fait, l'objectif c'est d'être plutôt constant et linéaire et de se dire de temps en temps ça va m'arriver que je vais faire des erreurs, que je vais faiblir, que je cède à la tentation, que je sais pas, j'ai accepté telle activité, j'ai accepté tel objet, etc. Bah c'est pas grave, tant pis. Donc je vais pas forcément. L'objectif c'est pas de fermer les yeux dessus, mais c'est d'analyser assez rapidement parce que l'objectif c'est pas de se prendre la tête non plus tout le temps, mais d'analyser finalement le contexte de la situation en fait de tout ça et de se dire bah oui bah c'est normal, j'étais là, je pouvais pas maîtriser, c'est pas moi qui ai choisi le menu, c'est pas moi qui ai choisi le restaurant, c'est pas moi qui ai organisé ça, c'est pas moi qui machin, bah, j'arriverai à me rattraper de toute manière sur le reste de ma semaine parce que je sais que je suis bon dans ça, etc. Donc célébrer aussi les mini succès. Et ça, pour le coup, donc autre étape importante qui va faire le lien aussi avec comment faire avec les autres, bah, ça va être de s'entourer de personnes qui sont dans la même démarche, pas forcément qui pensent comme nous à 100% surtout, parce que l'objectif aussi c'est de confronter les avis et de pouvoir s'inspirer. Tiens, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait autrement, ou moi j'aurais fait comme ça.
pardon, et de s'enrichir en fait de cette différence, de pas chercher à être qu'avec des personnes, des clones qui nous ressemblent, et d'être ouvert quelque part euh, par rapport aux conseils de personnes qui sont plus expérimentées ou qui ont eu d'autres expériences que vous n'aurez peut-être pas parce que vous n'avez pas le même contexte et qui pourront justement vous inspirer. Typiquement, nous, on a fait ça avec Bea Johnson. Elle l'a fait chez elle à la maison. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on le ferait pas en entreprise? Donc, en fait, c'est pas parce qu'elle parlait de la maison et qu'elle faisait des cookies avec de la farine en vrac qu'on s'était pas dit, bah, nous aussi, on va faire nos cookies, mais en interne dans l'entreprise. Donc, du coup, s'entourer des bonnes personnes euh, qui nous encouragent, qui sont dans la thématique, avec lesquels on peut discuter de ça. Donc, soit on peut le faire vraiment physiquement, bah après, en ce moment, c'est pas forcément toujours propice. Soit on peut le faire sur des groupes spécialisés. Alors, sur Facebook, il y a énormément de groupes, euh, plus ou moins spécialisés dans un domaine, plutôt la bouffe, plutôt les objets, le partage de bonnes adresses, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour trouver des idées. Il y a des vidéos aussi à regarder intéressantes, des bouquins intéressants à lire. Donc, on peut s'entourer et s'inspirer énormément aussi des personnes qui ont écrit ou qui ont filmé enregistré ces vidéos-là ou ces podcasts. Ça fait partie de cet entourage que j'appelle donc positif. Et bon, pour le coup, il n'y a pas d'échange, mais ça nous apporte quand même beaucoup, beaucoup d'inspiration. Et donc, si on en vient maintenant à l'étape de vers les autres, et ben en fait, en partant de soi avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'assertivité, les petits pas, le deuil, l'acceptation, les petites célébrations, et s'entourer, ben en fait, en le faisant bien déjà avec soi, on le fera bien déjà aussi avec les personnes qui nous entourent et forcément on ira aussi plus grandi et plus sûr de nous pour faire les choses à plus grande échelle. Par exemple, créer une association, rejoindre une association, participer à un événement, donner de son temps bénévolement, créer des groupes de travail pour intraprendre dans son entreprise, quitter son job pour créer un travail qui correspond. Moi, c'était mon cas. J'ai complètement arrêté dans un domaine pour rejoindre un domaine où je connaissais rien du tout. Et donc, ça fait partie de ces challenges, de ces défis, de ces choix de vie, que forcément on sera plus sûr de réussir ou en tout cas de relever dans la durée, la continuité, si on arrive justement à passer ces petites étapes déjà vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même, c'est pas forcément toujours facile. Avec les autres, c'est encore moins facile. Parce que c'est vrai que quand on est confronté à un commerçant ou à son entourage familial, dans le couple aussi, où l'autre ne partage pas forcément, la famille, les enfants, etc., ne partagent pas forcément le même délire, bon, forcément, il faut aller chercher, puiser la force quelque part ailleurs. Donc déjà en soi et avec cet entourage qui est bienveillant ou expérimenté et inspirant. Ou les vidéos, comme je disais aussi des fois, si on n'a pas le temps. Et pour les types d'actions qu'on peut faire en entreprise, eh ben, je pense qu'il y a de plus en plus aussi de comment dire, d'échanges interentreprises qui se font. Nous, par exemple, on reçoit quelques sollicitations de grands groupes qui viennent nous voir en disant oui, est-ce que on pourrait vous faire venir des salariés qui ont mis en place un groupe de travail, on veut réduire nos déchets sur telle ligne de production, ou on veut tout simplement comment dire, inspirer les salariés, venir discuter ou que nous on vienne chez eux pour témoigner de ce qu'on fait chez nous et montrer que c'est possible à petite échelle dans un grand groupe par exemple de ce qu'on peut faire en entreprise. Donc ça c'est des initiatives qui sont intéressantes. Aller vers l'extérieur aussi, ne pas forcément se dire parce que je suis entourée de collègues ou d'un responsable qui n'écoute rien, qui est pas sensibilisé, il s'en fout. Ou on me dit toujours ouais, l'argent, 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 machin, c'est plus important et pas l'écologie. Ben des fois, on peut peut-être trouver des solutions aussi à l'extérieur ou après des collègues, au moins un collègue qui est un peu dans le même délire. Ou des fois aussi y aller, en fait, en donnant l'exemple. J'ai eu un cas, alors je sais plus où, quelqu'un m'a raconté
Je sais pas si c'était pas par rapport à un atelier que j'avais fait sur le module 2 justement, où la fille, elle disait, bah, en fait, moi, je viens avec ma poubelle de compost. Donc, elle s'est ramenée son petit bac de compost de 5 litres au boulot. Et puis, quand elle jette ses ordures vertes, quoi, enfin, je sais pas moi, ça peut être un trognon de pomme ou je sais pas moi, quelque chose qu'elle mettrait à la poubelle au boulot, bah, forcément c'est mélangé, il y a un peu de tout, sauf certaines qui font déjà du tri, donc ça c'est déjà mieux, mais il y a des entreprises, il n'y a pas de tri, donc elle était dégoûtée de jeter ses ordures vertes toutes mélangées, et elle a dit, ben, en fait c'était un très bon exemple. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont regardé bizarrement au début, mais m'ont dit, mais c'est super, est-ce qu'on peut utiliser ta petite poubelle? Parce qu'elle s'emplissait pas beaucoup, donc elle mettait à disposition cette petite poubelle qui finalement, en fait, elle a logé dans la cuisine, la petite cafétéria qu'il y avait dans la cuisine à l'étage, dans les bureaux. Et puis, du coup, elle a commencé à faire sa place à plus grande échelle que, euh, que elle toute seule dans son coin. Donc ça, c'est une idée. Et après, il y avait quelqu'un d'autre qui avait raconté qu'ils avaient fait un événement après le boulot, ou je sais plus ce que c'était. Et en fait, la personne qui organisait ça, au début, elle disait non, mais on va mettre des choses jetables parce que personne va rester après pour faire la vaisselle. Alors du coup, bah, plusieurs contextes sont possibles. Soit l'entreprise, elle est équipée de lave-vaisselle, bah forcément, c'est le lave-vaisselle qui va faire la vaisselle, donc c'est pas mal. Il faut rester juste 5 minutes de plus pour lancer le lave-vaisselle. Mais après, s'il n'y a pas de lave-vaisselle, comme c'était le cas ici, et ben en fait, il y a la personne qui m'a dit oui, mais c'est pas grave, moi je vais rester et je vais laver. Et en fait, du coup, la personne elle se dit mais c'est bizarre, pourquoi elle fait ça alors que en deux, trois mouvements, c'est jeté, c'est recyclé, les gobelets, les assiettes, etc. Et donc après, toute une argumentation que ben non, non, de toute manière, on fait régulièrement des événements, donc ça nous servira pour d'autres événements de réutiliser la vaisselle qu'on a déjà et pas acheter un truc à la va-vite. Et du coup, la personne, donc elle était perplexe, mais elle a accepté. Et en fait, il y a quelques collègues qui sont quand même restés aider cette fille-là. Donc, quelque part, prendre le courage ou avoir l'audace de faire un petit peu différemment, interloquer son entourage, sans dire forcément choquer, mais en tout cas, prendre ce risque de faire de sortir des sentiers battus, d'être regardé peut-être un peu bizarrement au début, mais tant que ça correspond à nos valeurs, à nos convictions, bah, ça ne pourra être que bien perçu. Si en plus on le fait avec assertivité, avec bienveillance, etc., ça ne peut être que bien perçu par son entourage qui, petit à petit, va peut-être être convaincu aussi et pouvoir refaire des actions. Je parlais par exemple aussi d'un autre exemple en entreprise. J'avais fait un petit discours chez EDF. Ils m'avaient demandé de venir parler devant je crois qu'à la base c'était 20 personnes qui étaient prévues. Ils avaient une grande salle où ils ont fait une distribution de gourdes avec le logo d'EDF dessus. Et en fait, ils ont invité un certain nombre de personnes, mais le mot est passé assez rapidement. Et on avait finalement 50 au lieu de 20. Bon, après, tout le monde n'a pas eu sa gourde, mais il y a eu des curieux qui sont venus écouter 5-10 minutes sur le zéro déchet. Et au début, la personne qui m'a demandé d'intervenir, elle m'a dit oui, du coup, bah, faudra pas forcément non plus brusquer les gens et juste leur parler de acheter les choses en vrac dans des sacs à vrac, machin. Est-ce que vous pouvez venir avec vos bocaux, machin, montrer comment ça marche et tout. Donc moi, je me dis bon, c'est bien, ça fait un peu cher payé pour faire venir quelqu'un pour parler 5 minutes juste de sacs en tissu, etc. Mais très bien. Et au final, bah, j'ai quand même réussi à insérer deux, trois phrases en plus parce que il me restait du temps sur le zéro déchet en entreprise et les gens, ils étaient super curieux, ils écoutaient. En fait, finalement, ça les intéressait davantage que les sacs à vrac, tout ça, dont on parle un peu partout maintenant à la télé, dans les magazines et dans son entourage. Et j'avais dit, bah, en fait, le zéro déchet en entreprise, c'est possible aussi. En plus, dans les bureaux, c'est plus facile qu'à la production. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et les questions ont commencé à arriver et j'avais commencé à donner des exemples de comment on fait. Et j'ai juste dit, bah, faites juste un test assez simple qui vous engage à rien du tout, un peu comme ce qu'on a fait nous, mais qu'on a gardé 3 ans.
en fait, vous ne jetez plus votre poubelle. On vous demandez à la femme de ménage ou vous supprimez le soir pour qu'elle soit pas tentée de jeter le sac poubelle. Et vous la déplacez ailleurs, vous la mettez de côté et vous vous donnez, je sais pas, un objectif de 1 semaine, 2 semaines, un mois. Pour voir tout ce que vous mettez au recyclage, c'est plus simple parce que les ordures pourries, toutes mélangées dans le sac gris, etc., c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux pendant un mois. Mais déjà, si vous enlevez la poubelle de recyclage, vous la mettez ailleurs et vous regardez ce que vous avez mis dedans, en fait, vous allez vite vous rendre compte que c'est peut-être des choses que vous auriez pu éviter. Peut-être réutiliser les feuilles en brouillon, c'est une première étape, mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'imprimer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous imprimez. Plutôt que jeter vos stylos, les choses comme ça, ou des choses de matériel de papeterie qui sont pas rechargeables, en fait, vous allez vous apercevoir que vous pourrez peut-être, je sais pas, plutôt qu'avoir 10 bics par personne par an, acheter juste un stylo en bois ou en métal, vous rechargez avec l'insert ou l'encre et au final, économiquement, ça reviendra presque à la même chose. Donc, du coup, c'était plein de petits exemples comme ça. Et du coup, il y en a plein, ils ont dit, ouais, c'est super intéressant, on va tester, on va faire comme ça. On n'a jamais pensé à cette idée-là, parce qu'effectivement, c'est la chose à laquelle on pense pas forcément, parce qu'on a effectivement recycler, quoi. Donc, c'est tentant de recycler et de se dire, je vais avoir une poubelle à côté. Donc, c'est une première étape, en fait. Prendre quelquefois l'entonnoir aussi à l'envers, c'est-à-dire se dire, est-ce que finalement, maintenant que je suis bien dans le zéro déchet, j'ai plus besoin de beaucoup refuser parce que maintenant c'est bon, je sais ce que j'achète plus, etc. J'ai pas forcément besoin de réduire plus parce que j'ai déjà réduit au minimum. Je sais ce que je consomme et ce que j'aime bien. J'ai pas forcément besoin de réutiliser ou réparer parce que j'ai acheté que des choses durables qui sont déjà réparées récemment. Donc j'ai peut-être pas besoin de solliciter autant cette partie-là. Je ne recycle quasiment plus rien. Donc déjà au début si vous recyclez c'est bien aussi, hein, mais tant que ça reste petit. Et finalement je rends énormément à la terre. C'est-à-dire que je fais mon compost, je fais mon petit jus de lombric, je le partage autour de moi. Peut-être je sais pas, je vais faire aussi du jardinage avec le voisin ou dans un jardin partagé en ville, ça existe aussi, ou je participe à l'association de compostage pour gérer un composteur d'immeuble, un composteur de quartier, ou je participe à un projet pour en installer un parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on peut peut-être inverser et plutôt ça pourrait ressembler soit à on va dire un 5R inversé, soit une sorte de clepsydre, plus avec le rendre à la terre plus important. Voilà. Donc, sur les exemples après pour aller vers les autres, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas parce que là c'était vraiment très, très résumé. On a un petit peu de temps pour les questions. Ça va peut-être permettre de compléter davantage par rapport aux exemples un peu généraux que j'avais donnés. Je vais essayer de voir première question. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Oui. Alors, super, super. Bonjour, la présentation sera-t-elle disponible après la conférence? Ça, du coup, c'est les organisatrices qui pourront répondre. Aborderez-vous la pollution numérique? Mail, données stockées dans les clouds. Je ne sais pas si ça correspond totalement au sujet du jour. Alors, ouais, c'est très, très, très spécifique. Je peux en parler exactement de la même manière que finalement les exemples ici. Effectivement, on peut aujourd'hui décider de réduire son empreinte numérique, réduire sa pollution numérique, mais arriver à zéro, c'est impossible aujourd'hui parce que si même, je dis n'importe quoi, un exemple tout bête, comme s'arrêter de respirer, vous êtes obligé de faire une démarche administrative. Si vous n'avez pas de PC chez vous, vous avez décidé de ne pas avoir d'internet, de wifi, de téléphone portable, de tous ces trucs-là, au bout d'un moment, vous serez confronté à la réalité que vous serez obligé d'aller à la mairie et la personne qui est en face de vous a un ordinateur branché à du numérique et donc elle a des mails, des données, du cloud, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire de la réduction de pollution numérique à zéro, mais on peut réduire effectivement avec les refuser.
c'est se désabonner de tous les spams, etc. Moi, je passe un temps fou régulièrement, plusieurs fois par semaine, quand j'ouvre ma boîte mail. Plutôt que supprimer les mails un à un, je vais aller dans le corps du mail et je me mets désabonner et après supprimer. Parce que si on le fait pas, on va recevoir un ou deux fois plus le lendemain, voire 50 tous les jours. Et chez nous, à l'épicerie, sur notre boîte mail contact qui est visible sur le site internet avec les bots qui circulent sur internet, forcément, on se reçoit genre 50, 60 spams par jour, quoi. Donc après, le côté réduire, oui, c'est ne pas envoyer un mail pour rien. L'idéal, c'est de communiquer de manière le plus efficace possible. Aujourd'hui, on se pose la question aussi en interne, est-ce que vaut mieux envoyer quelque chose par mail, le stocker par exemple sur un disque dur, le stocker sur un cloud ou avoir la version papier? Et en fait, la version papier, paradoxalement, elle emporte toujours. Donc aujourd'hui, c'est un peu risqué parce que si on perd nos affaires, ça brûle, c'est inondé, etc., forcément, on n'a pas d'autres possibilités, pas d'autres traces de récupérer les données en tout cas, et c'est pas reconstituable. Tandis que la version stockée sur les clouds ou dans les mails, c'est plus pollueur, mais je pense que c'est mieux de stocker sur un disque dur et éventuellement un cloud, mais pas des mails qui sont uploadés régulièrement, qui sont des doublons aussi ou des triples, des quadruples de versions qu'on a déjà ailleurs. Donc réduire, c'est aussi faire le tri. Par exemple, moi personnellement, je fais un tri énorme même de tout ce qui est fichiers images, photos, parce que le fait de stocker ou de les envoyer aussi en pièces jointes, c'est juste énorme. À titre d'exemple, par comparaison entre un ticket de caisse imprimé et un ticket envoyé par mail, le ticket de caisse, il génère 4 fois moins de pollution, version papier, qui utilise une machine, que la version envoyée par mail parce qu'il y a ce flux d'informations, il y a la pièce jointe et puis le stockage ou la consultation aussi qui brasse de l'énergie. Le réutiliser, et on parlait notamment plutôt de réutiliser du matériel informatique, du coup de seconde main réparé avec des entreprises qui revendent ces matériels en très très bon état et moins cher. Après, pour les données numériques réutilisées, uniquement celles qu'on a gardées, c'est-à-dire celles qu'on a réussi à refuser, réduire, elles seront plus là et réutiliser que celles qu'on a gardées, c'est-à-dire que c'est vraiment, elles ont passé un filtre très radical. Je réutilise ce qui est vraiment utile. Recycler, c'est le matériel à recycler. Sur les données numériques à recycler, pas trop. Rendre à la terre non plus. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Alors oui, la conférence est enregistrée, d'accord. Existe-t-il des ateliers à Lyon pour faire réparer ou apprendre à réparer des objets électroménagers, vélos, couture? Oui, il y a de plus en plus de structures qui se montent. Déjà, réparation des vélos carrément, la couture aussi. Je crois qu'il y a l'atelier des nouveaux designs qui propose des ateliers de couture. Il y a Pause Création aussi avec plusieurs justement personnes qui viennent animer des ateliers dans ces structures-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait profiter aussi un réseau de personnes. C'est pas une personne qui a créé, qui anime, c'est plusieurs artisans. L'électroménager à faire réparer soi-même. Il y a l'atelier soudé à Lyon qui organise aussi un festival. C'était le cas il y a 1 an, 2 ans. Et c'était peut-être pas le cas cette année. Et effectivement, ils font aussi des ateliers à prix libre. Alors on adhère et puis après on paye un prix libre. Moi, j'ai tenté notamment de réparer la cafetière de ma mère comme ça. Je suis intéressée par votre scotch. C'est du craft gommé ou du scotch papier qu'on utilise comme du scotch. Je sais pas trop ce que c'est du craft gommé, mais non, c'est bien du papier qui a une légère couche de colle, mais elle est tellement faible qu'en fait, il se déscotche facilement en fait.
Il va pas abîmer le carton de la même manière que le scotch plastique parce qu'il y a beaucoup moins de colle. Donc, nous, on aime bien aussi pour cette raison. Où en trouver? J'imagine c'est le scotch. Dans les papeteries, notamment à côté, nous dans notre quartier, on a une papeterie et puis on achète à l'unité sans emballage. Ça, c'est génial. On n'achète pas sur Internet avec d'emballage plastique et du carton. Donc pourquoi pas essayer de trouver autour de soi des papeteries. Même à la campagne, il existe des grosses structures qui vendent aussi beaucoup de papeterie, un peu comme des supermarchés du papier, quoi, avec beaucoup de choses en vrac, sans emballage. On achète énormément de choses comme ça, que ce soit des gommes, des intercalaires, je sais pas moi, des cutters, je sais pas moi, des stylos rechargeables, beaucoup de choses qu'on peut trouver en papeterie en vrac. Ok, bah après, si vous n'avez pas d'autres questions, je sais pas comment retourner au machin. Hop. Bah, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je laisse la parole aux filles. Ouais, me voilà. Donc, merci beaucoup pour la conférence. En tout cas, c'était très riche en informations. Merci à tous pour avoir participé à cette visioconférence et j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée.